Je m'appelle Mike Jensen. J'ai été militaire, puis j'ai travaillé comme agent de sécurité pour Donald Trump lui-même à la Maison-Blanche. Les nuits où je patrouillais dans les couloirs me semblaient interminablement longues et sombres. Je n'aurais jamais imaginé que mon service, apparemment routinier, se transformerait un jour en une découverte qui changerait ma vie. En octobre 2020, pendant mon service, je me trouvais à l'extérieur du bureau ovale lorsque j'ai entendu un étrange et faible bourdonnement qui a traversé l'épaisseur du silence de la nuit. Dès que Trump est apparu dans le couloir, sa voix froide, presque impérieuse, a retenti dans le couloir. « Mickey, sors !» Je n'ai pas discuté et j'ai reculé, mais quelque chose au fond de moi criait que quelque chose de surnaturel se passait ici. À partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment que derrière la façade des procédures normales se cachait la nuit des secrets que personne ne devait connaître. Au bout de quelques mois, j'ai changé de travail et j'ai commencé à garder des résidences privées à Dallas. Cependant, les souvenirs de la Maison-Blanche ne me lâchaient pas. Et un jour, mon vieux camarade Jake O'Connor, un Irlandais énergique aux cheveux roux, m'a appelé et m'a dit « Mike, tu ne croiras jamais ce que tu es en train de faire. Mike, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. » Sa voix tremblait d'excitation et je savais que cela devenait sinistre. Jake m'a dit qu'il avait trouvé une vieille clé USB, oubliée depuis notre séjour à la Maison-Blanche. Il m'a dit qu'elle contenait une vidéo de surveillance de quelque chose d'inexplicable. Nous avons convenu de nous retrouver dans un restaurant de la banlieue de Dallas. En s'asseyant à la table, Jake a branché son ordinateur portable et des images floues du bureau ovale sont apparues sur l'écran. En face de lui, 3 êtres, grands et minces, à la peau grise et brillante et à la tête disproportionnée, dégageaient une odeur de froideur étrange. Ces créatures semblaient de se mouvoir d'une manière qui n'était pas conforme aux lois du monde familier. Leurs gestes étaient fluides et leurs mouvements sans précipitation, comme si le temps avait perdu toute signification en leur présence. Trump, quant à lui, se tenait avec assurance, comme s'il était depuis longtemps habitué à ce genre d'environnement. Son léger sourire en coin laissait entendre qu'il savait ce que valait cette rencontre et qu'il l'appréciait même. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines et mon esprit a refusé d'accepter cette image comme une réalité. Après avoir regardé la vidéo, Jake et moi sommes restés silencieux pendant un long moment, essayant de donner un sens à ce que nous avions vu. Les souvenirs de ces nuits à la Maison-Blanche, les étranges boîtes étiquetées « secret » uniquement pour le président, les conversations occasionnelles par talkie-walkie, les vagues silhouettes des gardes ont commencé à prendre forme. Nous avons compris que l'histoire ne se résumait pas à la routine officielle. Nous avons été rejoints par Lisa Bergman, une ancienne interprète de la Maison-Blanche, une femme à l'œil perspicace qui, comme il s'est avéré, a également vu ce qui ne pouvait pas être vu. Lisa a déclaré avoir vu une fois Trump, comme s'il était contraint, descendre dans le sous-sol de la résidence avec des invités. Après cet incident, elle a été brusquement licenciée et ses notes et son journal intime n'ont pas été divulgués. Lorsque nous nous sommes réunis, nous avons décidé que nous devions découvrir toute la vérité. La coopération était notre seule chance. L'affaire s'est rapidement transformée en quelque chose de plus que des craintes personnelles. Nous avons été témoins d'une conspiration où les intérêts des plus hautes sphères du pouvoir et des forces qui semblaient venir d'un autre monde étaient entremêlés. Acceptant de joindre nos forces, nous avons commencé à planifier une incursion à la Maison-Blanche elle-même, où la rumeur voulait qu'il y ait un bunker oublié contenant des équipements qui défiaient les explications conventionnelles. Nous avons contacté une vieille connaissance, Tom Woods, un Britannique et ancien agent d'entretien de la Maison-Blanche. Tom s'est avéré grincheux, mais fiable. Il nous a donné les codes d'accès
et nous a dit qu'il y avait une pièce spéciale dans le sous-sol du bâtiment, où en 2020, l'équipement portant le nom de code X17 a été secrètement transporté. Ces mots ont sonné comme un signal d'alarme. Notre enquête était sur le point de mettre au jour tout un réseau de secrets. La nuit où nous nous sommes retrouvés tous les trois, moi, Jake et Lisa, pour pénétrer dans le sous-sol, est resté gravé dans ma mémoire. Un léger frisson m'a parcouru l'échine, tandis que nous nous frayions un chemin dans les couloirs étroits, en nous appuyant sur la faible lumière des lampes de secours. L'air était chargé d'une odeur d'humidité et de rouille métallique. Chaque bruit semblait assourdissant et chaque ombre une menace. Nous nous sommes approchés de la porte massive, derrière laquelle on nous a dit que la vérité se cachait. Jake, armé d'un couteau militaire, était en train de crocheter soigneusement la serrure, tandis que Lisa, qui regardait constamment autour d'elle, nous demandait à voix basse de nous dépêcher. Au moment où la porte s'est ouverte, j'ai eu l'impression que ma vie ne serait plus jamais la même. Nous sommes entrés dans une pièce sombre, où scintillait la faible lumière d'un mystérieux appareil. Sur une table se trouvaient les documents qui confirmaient l'accord entre le président et les êtres inconnus. C'était le début de ce qui allait devenir un véritable cauchemar. Cette même nuit, après avoir pénétré dans le sous-sol, nous avions déjà compris que la vérité ne pouvait être découverte sans risquer notre vie. Lorsque nous sommes sortis, nous nous sommes presque immédiatement sentis poursuivis. Dehors, dans le brouillard de la nuit, une voiture noire aux vitres teintées est passée en trombe. Manifestement, nous avions été repérés. Jake a saisi le couteau et moi, tremblante, je suis monté dans notre voiture pratique. La poursuite était lancée. Mon cœur battait la chamade, tandis que nous foncions dans les rues désertes de Dallas. Les phares de la voiture qui nous poursuivait clignotaient dans le rétroviseur, donnant l'impression que l'obscurité nous entourait de toutes parts. Jake criait pour demander la direction, et Lisa à l'arrière ne cessait de répéter « Nous devons sortir d'ici ». La nuit était impénétrable et chaque minute semblait une éternité. Nous avons réussi à confondre temporairement nos poursuivants en tournant dans une ruelle étroite où les lumières de la ville ont cédé la place au crépuscule de la banlieue. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les preuves que nous avions rassemblées dans le sous-sol n'étaient pas suffisantes pour attirer l'attention du public. Elles devaient être rendues publiques et rapidement. Cette même nuit, j'ai enregistré une courte vidéo qui laissait entrevoir les visages, les contours des créatures inconnues et même le code X17 mentionné sur les documents trouvés. Le lendemain, vers le matin, je me suis connecté à l'Internet via un réseau privé virtuel, VPN, à l'aide d'un téléphone portable pour publier la vidéo sur un forum anonyme. Les rapports à ce sujet sont rapidement devenus viraux, certains qualifiant les images de fausses, d'autres se demandant avec méfiance où nous avions obtenu ces images. Les premiers échos sont apparus dans les journaux. Dans une autre interview, Trump a nié toutes les accusations, mais on pouvait entendre dans sa voix une note de moquerie, comme s'il savait exactement ce qui se passait. La situation s'aggravait. J'ai reçu un message de Lisa. « Fais attention, Mike, nous avons l'impression d'être observés. » En effet, la communication avec nos anciennes connaissances, Jake et Tom, était progressivement coupée. Chaque nouveau message était court et contenait des signes évidents de panique. Lisa a rapporté qu'elle aussi avait commencé à avoir des événements étranges pubs à New York et qu'elle avait peut-être été dévisagée. Nous avons réalisé que non seulement des personnes nous poursuivaient, mais qu'il s'agissait peut-être de forces liées à la conspiration que nous avions mise au jour. L'étape suivante a été la décision de rencontrer Tom Woods. Rencontré dans un petit café de la banlieue de Dallas, il nous a dit que les documents du sous-sol contenaient des références à un transfert de technologie, un projet énergétique
comme il l'a appelé, destiné à des fins militaires. Au cours de la même conversation, il a laissé entendre que Trump avait peut-être passé un accord, non seulement avec des représentants d'une race extraterrestre, mais aussi avec des hauts fonctionnaires du Pentagone. Ces mots sonnaient comme un jugement. Nous étions au centre d'un réseau dont les enjeux étaient plus importants qu'on ne l'imaginait. Tom a partagé avec nous des scans des plans d'un appareil appelé X-17, qui présentait d'étranges anneaux et symboles ne ressemblant à aucune technologie connue. Les documents contenaient également des fragments de correspondance mentionnant des biomatériaux, ce qui nous a encore plus effrayés. Le sentiment que nos vies étaient entre les mains de forces inconnues nous enveloppait, mais il était impossible de reculer. Nous avons décidé de demander l'aide de John Kelly, un ancien journaliste connu pour son sens de l'investigation. John nous a rejoints dans un immeuble de bureaux désaffecté du centre-ville. Son visage est hagard, mais son regard est déterminé. En écoutant notre témoignage et en étudiant les documents que nous avions reçus, il a dit calmement « Si c'est vrai, le monde ne sera plus jamais le même. » John nous a immédiatement suggéré de contacter ses contacts au sein du bureau de la presse indépendante, des personnes prêtes à publier des révélations. Mais nous avons vite compris qu'il y avait plus qu'une simple menace juridique qui se profilait à l'horizon. Le soir même, alors que nous nous réunissions pour discuter de la marche à suivre, le bâtiment où nous rencontrions John a été attaqué. Des hommes en costume noir, armés jusqu'aux dents, ont surgi de l'obscurité. Nos cœurs battent à l'unisson. C'est le moment décisif. Nous avons évacué précipitamment les lieux par la sortie arrière, emportant avec nous notre ordinateur portable et tous les documents que nous avions réussi à rassembler. Cette nuit-là, caché dans les ruelles étroites et sombres de la ville, j'ai réalisé que notre conspiration prenait des dimensions réelles et que nous étions traqués par ceux qui ne voulaient sembler pas que la vérité éclate. Après cette nuit, l'anxiété et la peur sont devenues des compagnes constantes. La mobilité, c'est devenu notre arme principale. Nous avons lentement commencé à changer d'endroit, à ne nous rencontrer que sur des chats cryptés et à transmettre des informations via des téléphones à brûleurs. J'ai déménagé à Orlando, où il semblait que je pourrais au moins temporairement échapper à la surveillance constante. Jake, Lisa, Tom et John, chacun d'entre nous agissait désormais différemment, mais l'objectif était le même, faire connaître la vérité au monde entier. Au fil du temps, la situation a pris des allures encore plus sinistres. L'Internet s'est rempli de discussions sur notre vidéo et nos documents. Des blogueurs indépendants, des analystes et même des journalistes ont commencé à examiner les documents qu'ils avaient trouvés. Cependant, au fil des jours, des rapports de plus en plus contradictoires sont apparus. Certains affirmaient que les images étaient des faux habilement montés, d'autres qu'il s'agissait d'un film ancien utilisé à des fins de propagande. Dans les commentaires des forums, on pouvait lire des phrases telles que « c'est un jeu, qui filme vraiment ?» et même « vous connaissez vous-même la vérité ?» Dans le même temps, de l'autre côté, des sources anonymes ont fait état de réunions au cours desquelles la technologie X-17 et l'échange de biomatériaux ont été discutés, ce qui, selon elles, confirme l'ampleur de la conspiration. Tard dans la nuit, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Au bout du fil, une voix murmurait « Ils savent que tu creuses de trop profond. Sois prudent. » Ces mots m'ont fait réfléchir. Si même des sources anonymes nous mettent en garde, cela signifie que la vérité est si dangereuse qu'elle est combattue par les forces les plus puissantes. J'ai essayé de rester calme, mais les cauchemars ne me lâchaient pas. À chaque nouvel éclair de poursuite, à chaque bruissement derrière moi, je sentais les ombres du passé me hanter. Mes pensées revenaient sans cesse sur ce que nous avions trouvé dans les sous-sols de la Maison Blanche.
Documents, plans, vidéos, tout cela prouvait que Trump avait passé un accord avec quelque chose qui dépassait l'entendement. Et maintenant que l'information commençait à se répandre, nous étions la cible de ceux qui ne voulaient même pas que la vérité devienne publique. Pendant cette période, j'ai rencontré John Kelly dans des bâtiments abandonnés, où les données étaient même échangées sous le couvert de la nuit, et où chaque mot pouvait être le dernier. Nous avons planifié l'étape suivante, constituer un ensemble de preuves irréfutables. Pour ce faire, John nous a suggéré d'organiser une rencontre avec la journaliste indépendante Margaret Hill, une femme connue pour son courage et son intégrité. Elle nous a promis de donner la parole à notre histoire en direct à la télévision si nous lui fournissions des faits indiscutables. Margaret nous a rencontrés dans un petit bureau de la banlieue de Washington. Son regard sévère et l'assurance qui se dégageait de chacun de ses gestes nous ont inspiré confiance. Elle a examiné tous les documents, écouté attentivement nos récits et même visionné la vidéo que j'avais enregistrée cette nuit fatidique. « Si c'est vraiment vrai, a-t-elle déclaré, nous allons mettre le monde sens dessus-dessous. » Mais il y avait aussi un avertissement écrit sur son visage. Il y aura un prix élevé à payer pour une telle vérité. Moins d'une heure plus tard, le bâtiment où nous nous réunissions a été menacé. Quelques minutes après notre départ, des inconnus en costume noir sont apparus dans l'entrée, et une fusillade a éclaté. Nous avons pu évacuer les lieux, mais le sentiment d'être suivis ne nous a jamais quittés. Chaque nouvelle rencontre, chaque contact, tout se transformait en une expérience risquée, où la moindre erreur pouvait nous coûter la vie. Ces jours-là, les nuits sont devenues de les plus longues. Je me cachais d'une ville à l'autre, changeant d'abri pour rester à l'abri des regards. À Orlando, je me suis installé dans un petit motel où je me suis connecté à Internet via un VPN et où j'ai essayé de rester discret. Chaque fois que j'entendais une voiture approcher ou que je voyais une silhouette suspecte devant ma fenêtre, mon cœur se serrait de terreur. Mais je ne pouvais pas reculer. La vérité devait être entendue, même si elle était dangereuse. John, Tom, Margaret et moi-même avons commencé à rassembler les dernières preuves, des plans scannés, des enregistrements vidéo, des clips audio, tout était réuni dans un document que nous allions remettre au bureau de presse indépendant. Cependant, plus nous rassemblions d'informations, plus il devenait évident qu'une organisation puissante se cachait derrière le complot, capable d'influencer les plus hautes sphères du gouvernement. On nous a prévenus, si vous révélez cela, vous serez effacés de l'histoire. Mais pour nous, c'était plus important. La vérité devait éclater au grand jour. Ces dernières semaines ont été une véritable épreuve pour mon endurance et mon courage. Après une série d'évasions nocturnes, de réunions anxieuses et de négociations secrètes, on nous a fait savoir que toutes les preuves avaient été rassemblées. John Kelly a indiqué que son contact au Pentagone était prêt à confirmer les détails de l'accord, et Margaret Hill avait déjà mis en place un canal de secours pour une diffusion en direct afin d'apporter immédiatement la vérité à des millions de téléspectateurs. Cette fois, nous avons décidé d'agir avec détermination. Aux petites heures du matin, nous nous sommes réunis dans un petit bureau réservé à l'avance dans la banlieue de Washington, D.C. Chaque mouvement, chaque son était empreint de tension. Un ordinateur portable trônait dans la pièce, son écran clignotant avec des scans de documents, des vidéos de surveillance et des enregistrements de conversations où des phrases comme « un accord est un accord » et « technologie X17 » ont été prononcées. À chaque nouveau fichier téléchargé dans les archives de partager, nos cœurs battaient de plus en plus vite. À ce moment-là, j'ai reçu un message de Lisa qui se trouvait toujours à New York. « Vent du Nord, soyez prudents. » Cette phrase était un signal pour nous, un signe que tout n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait. Nous avons compris que l'ennemi était déjà au courant de nos actions
et qu'il n'était plus temps de faire des promesses que d'y à la vérité. Dans le bureau, Margaret, craintive mais confiante dans son devoir, commença à préparer l'émission. Elle dit « Si nous la diffusons, aucune force ne pourra arrêter la vérité. » Quelque part derrière le mur, des bruits de pas se rapprochent et, comme par magie, des inconnus en costume noir font irruption dans la pièce. La panique s'installe. Margaret s'empare du micro et crie « Tout le monde regarde, c'est vrai !» et elle a appuyé sur le bouton de diffusion. À ce moment-là, tout le matériel que nous avions mis tant de temps à rassembler, documents, vidéos, enregistrements, a été diffusé et mis à la disposition de millions de personnes. Des images de la Maison-Blanche sont apparues, à l'écran, des fragments de conversation, des plans de l'engin X-17 ont clignoté, des voix d'inconnus, des chuchotements et des phrases menaçantes se mêlaient à la voix distincte de Margaret, qui affirmait que Trump avait conclu un accord avec une race extraterrestre. Les mots qui m'ont coupé le souffle ont été diffusés sur les ondes. La vérité, c'est plus forte que la peur, et aujourd'hui, elle doit être entendue. Au même moment, un grondement s'est fait entendre dans le bureau, comme si la terre elle-même tremblait. Les fenêtres ont tremblé, et soudain, un bruit assourdissant s'est fait entendre, comme si une armée entière débarquait de l'extérieur. Nous avons compris que les forces qui s'opposaient à nous avaient entamé leur dernière offensive. Plusieurs étrangers vêtus de costumes noirs ont tenté de pénétrer dans le bureau, mais Margaret a réussi à fermer les portes et à activer l'alarme d'urgence. Des voix agitées, des bruits de pas, le son des sirènes, tout cela se mélangeait dans une cacophonie qui reflétait le chaos qui s'était emparé de la ville. Debout à côté de mon ordinateur portable, je regardais en direct des millions de personnes dans le monde entier suivre notre combat pour la vérité. Nous avons compris que l'heure de vérité avait sonné et qu'aucune menace ne pourrait nous empêcher de dénoncer la conspiration. Les étrangers masqués dans le bureau se sont soudain figés, comme s'ils avaient été surpris par la lumière soudaine de la vérité. À ce moment-là, j'ai senti que toutes les peurs, tous les cauchemars et toutes les persécutions prenaient un sens. Nous étions prêts à tout risquer pour que le monde connaisse la vérité. Quelques minutes plus tard, alors que la tension avait atteint son paroxysme, un bruit puissant s'est fait entendre à l'extérieur des fenêtres du bureau, comme si l'univers lui-même réagissait à nos actions. Les gens, excités et surpris, discutent de la révélation. Les médias indépendants commencent à vérifier les faits. Et finalement, la voix de Margaret, confiante et inébranlable, annonce « La vérité a triomphé. Aujourd'hui, nous avons montré au monde que rien ne peut cacher la vérité. » J'ai fermé les yeux, essayant de comprendre ce qui s'était passé, et j'ai réalisé que nos vies ne retrouveraient plus jamais la même routine. Nous avions payé le prix fort pour la vérité, mais cela en valait la peine. À l'extérieur de la fenêtre, il y avait des cris, le bruit des sirènes, et je savais que le combat ne faisait que commencer. Mais à ce moment-là, j'ai senti que malgré toutes les menaces, nous avions fait un pas qui changerait le cours de l'histoire. Après la diffusion, nous avons été évacués. Dans la tourmente, j'ai perdu la notion du temps. Les jours et les nuits se confondaient, tandis que nous nous cachions dans des abris secrets, changions de lieu et essayions de ne pas être repérés. Chaque nouvel appel, chaque réunion apportait une part de la vérité que nous rassemblions pour confronter les auteurs de la conspiration. Aujourd'hui, assis dans une ruelle sombre, je relis les dernières notes, je réfléchis à ce qui s'est passé et je réalise que cette histoire n'est pas terminée. La vérité a éclaté et maintenant elle sera traquée. Mais j'ai une certitude, tant qu'il y aura des gens prêts à se battre pour la lumière dans ce monde, les forces obscures ne pourront pas nous plonger dans l'obscurité pour toujours. Si vous lisez ceci, sachez que la vérité est plus forte que toute peur.
Nous avons fait le premier pas, et la route est encore longue. Mais je crois qu'un jour, la lumière de la vérité vaincra les ténèbres de la conspiration, et le monde saura ce qui se passe derrière les portes closes du pouvoir.